On croit toujours connaître ses parents, on ne connaît pas grand-chose. Ma mère, cette inconnue, sort dans quelques jours aux éditions Gallimard sous la signature de Philippe Labro. Autant le dire tout de suite, c'est presque plus une enquête qu'une autobiographie, en Ah oui, réalité. oui. L'histoire d'une jeune fille, abandonnée par son père, abandonnée par sa mère, abandonnée ensuite par la nourrice, chez qui elle a été placée. Jeune fille qui dit rien, jamais. Elle ne se plaint pas, elle n'explique pas, elle ne raconte pas, jusqu'à ce que l'un des fils mène l'enquête et aille de découverte en surprise, remontant jusqu'à un mystérieux comte polonais assassiné par les bolcheviks, passant par la Deuxième Guerre mondiale et les Justes, et puis par la poésie. Comment un comte polonais, richissime, propriétaire d'une partie de la Biélorussie, identifié dans les livres d'histoire comme un magnat, il y en avait une cinquantaine qui régnaient sur le pays, rencontre-t-il une institutrice française? Comment il lui fait 2 enfants, mon oncle et ma mère? Et comment et pourquoi ma mère ne l'a pas connu? Surtout, comment et pourquoi ma mère, qui savait tout, j'en suis sûre, n'a-t-elle pas voulu tout nous dire? Philippe Labro est ce soir notre invité à l'occasion de la réédition en folio de son livre « Ma mère, cette inconnue ». Les discussions du soir, je reçois ce soir un homme aux multiples casquettes, mais je le reçois surtout parce que c'est un écrivain qui vient de publier un très beau livre. Bonsoir Philippe Labro. Bonsoir Jean-Christophe Ruffin. Alors vous avez beaucoup de casquettes, comme je l'ai dit. On vous connaît comme un homme de médias, un homme de radio, bien sûr, de presse, toutes ces formes, de télévision, de cinéma aussi, de chansons. Enfin, vous avez à peu près toutes les cordes à votre arc. Mais je vais faire un peu mon Diogène ce soir. C'est l'homme que je cherche, en fait, et l'homme qui se révèle, surtout, je trouve, dans ses livres, bien sûr. Certainement, parce que, par exemple, les films, j'ai abordé les films comme un peu un élève ou un admirateur inspiré par le cinéma américain d'action, ce qu'on appelle les polars, et j'ai mis dedans, évidemment, ma vision des êtres et la violence, mais c'est pas complètement autobiographique. Tandis qu'effectivement, vous avez raison, la plupart de mes romans, sont-ils vraiment des romans, sont à 50% au moins autobiographiques. Et celui-ci, c'est même pas un roman, c'est un récit. Vous nous livrez une enquête, au fond, parce que c'est une enquête incroyable dans ce livre, Philippe, et une enquête sur votre propre maman qui n'a pas assez parlé, pas faute de l'avoir interrogée, parce qu'au fond, c'est vrai que parfois, c'est assez contradictoire. On se dit parfois, on n'interroge pas assez ses parents, on ne leur parle pas assez, mais vous avez essayé de l'interroger, vous avez essayé de lui parler. Au fond, c'est elle qui n'a pas voulu vous répondre. Elle ne voulait pas parce que je pense qu'elle avait à la fois cette capacité de dire « c'est pas moi qui compte, ce sont les autres », je ne peux pas parler de moi, et par ailleurs, son passé de fille abandonnée, de fille naturelle, les humiliations qu'elle a subies, les solitudes, les détresses, faisaient qu'elle ne voulait pas revenir là-dessus, et qu'elle était perclue de modestie et de pudeur. Ce roman, car ça reste un roman, vous avez écrit récit. Oui, alors voilà, ça vous avez raison. J'ai longtemps hésité, parce que malgré tout, qu'on le veuille ou non, c'est un roman. Sa vie est un roman. D'ailleurs, toute vie est un roman. Et j'ai mis récit parce que malgré tout, je raconte aussi des événements véritables. Je me mets moi-même un petit peu en scène. Et ce mélange de fiction, parce qu'il y a de la fiction dans le bouquin, à partir de faits réels et de purs faits réels, fait qu'il faut être honnête, ça s'appelle un récit. Mais ça s'appelle surtout une histoire d'amour. Une histoire d'amour et une histoire vécue.
reconstituer, évidemment, puisque vous n'avez pas pu assister à ces scènes Ah non. de son enfance à elle. Et par exemple, c'est là où j'imagine le romancier intervient. C'est vous qui imaginez cette scène de votre maman, enfant, donc, parce que vous retrouvez une photo de classe, et j'imagine que c'est de là que part votre imagination, à partir de la photo de classe de votre maman que vous retrouvez. C'est vous qui imaginez cette scène où le professeur l'humilie, tout simplement parce qu'il lui dit devant toute la classe, en gros, que c'est une bâtarde, qu'elle n'a pas de père, qu'elle est née de père inconnu, comme c'est écrit sur ses papiers, parce qu'il demande les papiers de tous les enfants. C'est vous qui imaginez cette scène? Bah, Vous publiez aujourd'hui même chez Gallimard « Ma mère, c'est inconnu ». Il est bien précisé sur la couverture « Récit et non roman ». Cette mère, c'est donc bien la vôtre. Pourquoi lui consacrez-vous aujourd'hui un livre, Philippe Labro? Merci, cher Philippe Labro, de venir dans cette magnifique salle Station Ozone de la librairie Mola. Vous connaissez très bien cette librairie parce que, vu votre, je vais dire, palmarès d'écriture, vous connaissez la librairie. Et vous nous livrez aujourd'hui un ouvrage très personnel. Alors, vous avez l'habitude aussi dans votre œuvre de propos et de textes personnels. Mais là, évidemment, on est vraiment dans l'intime, au sens presque étymologique, hein, intimus, hein, sur le cœur. Ma mère, c'est inconnu. C'est à la NRF de chez Gallimard, évidemment. Votre maman, Henriette Caziret, Carizet, voilà, Ouais. pardon, ça commence par une dyslexie, Carizet, dite Netka. Elle est décédée dans sa 100e année, le 22 novembre 2010, à Nice. Ouais. Et vous, Philippe Labro, vous êtes né, et vous avez un point commun avec Daniel Cohn-Bendit, à Montauban. bien sûr. Hein, bien sûr. Enfin, c'est un des points communs, il y en a d'autres. Montauban est une ville mythique. Voilà, le 27 août 36. Bien. Alors, je commence un peu par une manière un peu peut-être désordonnée, hein, pardon, mais page 175, vous vous rappelez que vous avez écrit les paroles de la chanson de Johnny, Sarah, Ouais. au début des années 70, et puis avec ces paroles que votre mère va vous renvoyer 20 ans après que vous les ayez écrites. Plus que ça, même. Parce Plus que ça. J'ai dû écrire Ma jolie Sarah, qui est une des rares chansons, d'ailleurs, que Johnny Hallyday chante encore aujourd'hui. Ce que vous dites dans le texte, oui. Une de mes petites fiertés. Et c'est une adaptation d'un thème américain. Et j'ai dû l'écrire en 74. Hein. Ah oui, c'est et ça. quand ma mère me fait cette extraordinaire allusion à la chanson, il faut que je vous raconte, si vous n'avez pas lu le livre, j'ai une tendance, malheureusement, à détester être en retard. Et donc, j'allais voir ma mère qui vivait à Nice, veuve, son mari étant mort en 83. Elle a survécu 27 ans à Jean. Je croyais, moi, qu'elle disparaîtrait 8 jours plus tard, tellement c'était un couple fusionnel et lié depuis 50 ans. Elle est restée pour ses enfants, ses petits-enfants. Bref, donc je vais la voir de temps en temps, tous les 2-3 mois, comme tous les adultes. J'ai ma propre vie, j'ai mes préoccupations, mes occupations professionnelles. Donc, l'égoïsme classique d'un adulte qui n'est plus enfant et considère que ses parents sont là, ça va. Hein. On s'aperçoit de leur importance ou du manque de dialogue qu'on a pu avoir avec eux que lorsqu'ils disparaissent. Bref, j'arrive et en général, vers 15-16 heures, je commence à regarder ma montre alors que l'avion du retour est 19-20 heures. Ce qui exaspère sans doute tout le monde, et en particulier ma mère, mais elle ne dit rien. Bien. Je l'embrasse, je t'aime, ma chérie, je reviendrai te voir, oui, bien sûr. Ça fait quand même 3 mois que tu n'es pas venu, oui, oui. Donc, début de culpabilisation typique de toutes les mères. Et je vais vers la porte pour ouvrir la poignée, là-dessus, je l'entends me dire « Merci, merci pour ton effort ». Alors, ces paroles. Il se trouve que dans Ma jolie Sarah, qui est au fond un homme qui attend que Sarah lui donne son corps, premier couplet. Deuxième couplet, la pauvre Sarah. Premier couplet, c'est Ma jolie Sarah. Deuxième couplet, ma pauvre Sarah, tu m'as donné ton corps. Merci, merci pour ton effort. Ce qui est évidemment d'une misogynie indécente. Enfin, sans doute à l'époque, avait quelques raisons de l'être. Bien. Et elle m'envoie ça. Ça me cloue au sol parce que je me dis, attention, elle est en train de me dire, d'abord, qu'elle a une mémoire telle qu'elle se souvient de tout ce que j'ai pu faire ou écrire.
car effectivement, ma mère, quand elle est morte, et que j'ai reçu toutes ses archives, il y avait à peu près ça de coupures de presse me concernant. Elle avait tout ce qui concernait son fils, comme les autres d'ailleurs, puisque d'autres enfants, mes frères, ont fait aussi des choses intéressantes. Je me dis donc d'abord, mémoire incroyable. Deuxièmement, qu'est-ce qu'elle me dit là? Elle est en train de me dire, oui, ça va, t'es venu, oui, t'es resté une demi-journée, ça fait 3 mois que t'es pas venu, merci pour ton effort. Donc ça n'est pas une critique, c'est pas un jugement, mais c'est quand même aussi une illustration de ce que j'ai toujours vu chez elle, une propension à, non pas l'ironie, mais disons un sourire un peu critique. Un petit peu aussi, pardon, hein, c'est pas forcément un défaut, mais on va y revenir, un peu manipulatrice aussi, hein, mais ça c'est autre chose, on viendra là-dessus. Ouais, mais... Alors c'est à l'occasion de cette évocation de merci pour ton effort, juste après vous posez la question centrale du livre, c'est pour ça que je commence par cette partie-là. Ai-je assez aimé ma mère? Aimons-nous assez ceux qui nous aimons? Et j'attends votre réponse parce que dans le texte, ça reste suspendu. Oui, c'est la question.